Très bien, merci Riyad. C'est à une heure tardive quand même, où on perd un peu de moyens d'attention, mais quand même, je remarque qu'il y a à peu près 90 de personnes qui nous suivent. Alors, je vais essayer de faire court. Merci Salim, à toi, merci à ton équipe. Alors, l'hôpital Ariana, hôpital Abdelrahman Memi, est un hôpital Covid. C'est un processus dans lequel on s'est inscrit depuis le début, c'est-à-dire depuis le début du mois de février. Je crois vers le 5 février, nous avons organisé une réunion du comité médical pour parler comment se préparer pour éventuellement recevoir des malades qui ont le Covid. Et à ce moment-là, donc la pathologie était plus ou moins, enfin, on apprenait tout sur ce qui filtrait de la Chine. Et donc, c'était le syndrome grippal. Vous vous souvenez un peu, donc le syndrome grippal et tout. Et donc, on s'est vite, donc, on a sorti l'organisation et les dossiers de ce qu'a été l'hôpital pendant en 2009, quand il a géré la crise H1N1. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à s'organiser et nous n'avons jamais imaginé que nous aurons dans presque un mois et demi un hôpital Covid fermé. Alors, dans une première tranche, les réunions étaient devenues, donc c'est des marathons de réunions, et on s'organisait et on voulait externaliser un bloc de l'hôpital pour prendre en charge ces malades tant au niveau de l'accueil qu'au niveau de l'hospitalisation. En même temps, donc on pensait à pratiquement faire une création d'un nouveau service au niveau du bloc des consultations externes avec une capacité de 40 lits. En même temps, le CLIN, la médecine du travail, donc ils se sont mis pour organiser tous les processus de prise en charge. À ce moment-là, il y avait une ébullition au niveau du personnel de l'hôpital qui demandait, et d'ailleurs c'était une demande légitime, suffisamment de moyens de protection individuelle. La deuxième partie de ce parcours, c'est quand le premier malade arrive à la réanimation du professeur Mohamed Bespès. Et c'était le 12 mars. À partir du 12 mars, l'activité de l'hôpital a commencé à chuter puisque nous n'avons pas encore délocalisé. Et donc, l'activité de l'hôpital a chuté tant au niveau des urgences, on est passé pratiquement au quart ou même moins de notre activité habituelle, et aussi au niveau des consultations, les malades ne venaient plus parce qu'ils savaient qu'il y a des malades Covid qui sont arrivés à l'hôpital. Et à ce moment-là, donc, les préparatifs se sont accélérés pour préparer le bloc de la consultation et s'arranger tout le monde, puisque c'est à l'extérieur de l'hôpital. La médecine de travail a commencé à organiser le listing et en même temps, je crois qu'on était les premiers à définir le circuit de ces malades, ce circuit spécifique qu'on appelle maintenant le circuit Covid. Je passe sur les détails de un peu de désorganisation au niveau de la préparation des listes de garde qui était assurée par tous les résidents de l'hôpital et les seniors sont les pneumologues. Et arrive donc la fin du mois de mars, aux alentours du 22 mars, où le ministère a tranché que l'hôpital même est devenu ou deviendra un hôpital Covid. Qu'est-ce qu'un hôpital Covid? C'est un hôpital qui est consacré avec tous ses moyens pour la prise en charge des malades Covid. Alors, donc, nous avons discuté et nous sommes mis d'accord sur le fait que la capacité d'accueil d'hospitalisation de l'hôpital, elle sera indexée sur le nombre de lits de réanimation. Et donc, c'est pour cela qu'on a défini à peu près 20 lits de réa et 60 lits de pavillon, chose à laquelle on n'arrive pas encore. Deuxième point, c'est que les deux services, c'est-à-dire la chirurgie, elle sera consacrée
à l'activité chirurgicale des malades Covid et pour hospitaliser des malades Covid qui font des problèmes cardiaques. En même temps, le service des urgences a délocalisé à l'hôpital Matri, qui est en bas, pour donc faire pour une synergie et j'ai pris la coordination des deux services, de même que le service de radiologie a délocalisé la prise en charge des malades non Covid en bas c'est-à-dire à l'hôpital Matri, et le service de chirurgie thoracique a, a maintenu une activité chirurgicale en veilleuse, mais toujours en bas. Et l'hôpital est devenu un hôpital fermé. Un hôpital fermé où l'on rentre qu'après une régulation que le service des urgences donc, assure depuis, et j'ai perdu mon écran, mon arrache à lèche. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, au lieu de décloisonner l'hôpital, parce que c'était le souhait de beaucoup de médecins, les pneumologues ont, je crois, à raison, de garder leur service. Ils ont formé leurs équipes, on a fait un redéploiement du personnel, et c'est encore le rôle de la médecine de travail qui a été beaucoup sollicité pour isoler les malades, enfin les malades, ça marche, pour isoler le personnel qui avait des problèmes de santé et pour former des équipes de garde. Les services de pneumologie se sont mis sur une évolution progressive en crescendo et kiff le service de réanimation qui augmentait sa capacité en fonction de l'augmentation du personnel, surtout paramédical. Et en même temps que il y a des travaux de réorganisation au niveau de l'hôpital qui sont mis donc en route, et c'était la troisième partie de ce processus. Et à ce moment-là, la régulation, elle s'est mise, donc elle s'est constituée autour du service de réanimation qui est assuré pleinement par le service de réanimation. Et donc, nous avons établi un score. Le premier score qu'on a établi, c'est un score à partir duquel on hospitalise les malades dans l'hôpital. Et donc, je vais passer rapidement parce que je vais m'arrêter sur la dernière diapositive. Sur cette diapositive, donc, le critère principal était que les malades étaient positifs, donc avec une PCR, et ou bien fortement suspect lorsqu'il y a la possibilité d'avoir un scanner qui donne un aspect typique. Sur l'aspect d'un syndrome ORL et d'un syndrome respiratoire fébrile, avec trois possibilités. Si le malade a une maladie, a une détresse vitale, respiratoire, circulatoire ou neurologique, ces malades-là seront pris par la réanimation. Sinon, on cherchera ce qui est en rapport avec le terrain, notamment l'âge. On savait dès le départ qu'un âge avancé, c'est un facteur de risque. La comorbidité, notamment instable, cardiovasculaire, maladie respiratoire chronique, asthme, diabète déséquilibré et immunodéprimé. Et puis sur la mauvaise tolérance avec donc, les et SPO2. Et si le score est faible, inférieur à 3, donc c'est un score qu'on a fait du mal collégial, le malade, il va être prélevé chez lui, notamment, et gardé à domicile avec une surveillance quotidienne. Sinon, si le score est entre 3 et 7, il est proposé pour être hospitalisé en pavillon, c'est-à-dire en pneumologie. Le rôle aussi de la cellule de régulation, c'est de voir les conditions sociales, parce que ça peut impacter sur l'évolution de ces malades à domicile. On ne peut pas faire un confinement pour ces malades lorsqu'ils partagent une seule chambre à plusieurs. Et aussi, donc, on fait le suivi donc, quotidien de ces malades. La dernière plaque, on a essayé de faire un arbre décisionnel qui résume à peu près ce que nous avons fait dès le départ, et c'est-à-dire depuis le 26-3, nous avons commencé à travailler depuis le 26-3, et donc le syndrome ORL respiratoire avec tout et sans autre étiologie pour expliquer la symptomatologie. En vert, c'est quand il y a des formes polysymptomatiques, le malade est non grave, avec un score
inférieur ou égal à 3, à ce moment-là, c'est le domicile et le prélèvement en concertation avec le service de prévention de la direction régionale de l'Ariana notamment. Et quand c'est rouge, donc quand il y a une défaillance vitale ou bien quand il y a suffisamment quand il y a une forme potentiellement grave en rapport avec le terrain, notamment à ce moment-là, le malade est mis en réanimation. Pour les cas intermédiaires, les formes modérées, la PCR était un outil très important actuellement, de plus en plus dépassé par le scanner, d'autant plus qu'on a une filière rapide pour accéder au scanner. Et quand il y a une forme typique, le malade est aussi donc admis en pneumologie, ou bien pour Covid confirmé, ou bien pour Covid très probable. Et la PCR est faite dans le service. Quand la PCR est non faite ou négative, quand le scanner n'est pas typique ou est loin du cadre typique, à ce moment-là, on discute une autre étiologie. Donc, l'hôpital Covid Abdelrahman Memi fonctionne sur ce mode-là. Comme dans tous les hôpitaux, nous n'avons pas beaucoup de malades, mais par contre, je veux parler rapidement des problèmes engendrés par la fermeture, par le changement du mode de fonctionnement de l'hôpital. Tout d'abord, c'est en rapport avec les malades chroniques. Les malades de l'ARENA sont tous des malades chroniques et qui sont actuellement, suivant un protocole, une convention avec les autres services de pneumologie de la capitale de Tunis, sont vus en cas d'urgence par l'un des 3 services de pneumologie de Chernikol, Rabta ou Ella de la Marsa. Et on leur a demandé de consulter quand il y a urgence, les urgences de Matri, mais les consultants sont rares. Et les pneumologues reçoivent beaucoup d'appels au téléphone sur des consultations téléphoniques. Et ces malades-là poseront, je pense, dans un avenir très proche un grand problème de prise en charge. Kif pour la chirurgie carcinologique, avec le service de chirurgie thoracique taharienne, il assure une grande partie dans son activité de chirurgie carcinologique qui a pris un ralentissement très important. Kif les malades qui sont soumis à des protocoles de chimiothérapie dans les services de pneumologie. Pour quelques-uns, ils sont pris en charge par le service d'oncologie médicale à l'Ariana, mais pour la plupart, donc, leur traitement a été reporté. Autre problème, c'est la gestion du personnel. La médecine du travail, au début, donc, elle a stratifié le personnel en fonction de la bonne santé ou des maladies chroniques. Il se trouve que beaucoup de personnel actuellement de l'hôpital, que ce soit des consultations, que ce soit les personnels qui ont une maladie chronique mais légère, ne travaillent pas depuis 1 mois et demi, chose qui pose un grand problème par rapport à la charge de travail des autres personnels qui font des cycles de garde assez lourds. Je termine sur une note plus ou moins optimiste, c'est que cette aventure d'hôpital Covid va certainement se prolonger parce que, comme l'a dit si bien tout à l'heure Hamid et Riyad d'ailleurs, que nous devons faire très très attention au niveau des urgences, mais aussi de tous les hôpitaux, et notamment cet hôpital, pendant la phase de déconfinement et même encore plus tard, période qui pourra nous amener vers le mois d'octobre ou même plus. Cet hôpital Covid, je pense qu'il va rester en grande partie réservé à ces malades-là, mais il sera amené à reprendre en partie son activité initiale. La note optimiste, c'était une occasion pour découvrir l'engagement de jeunes médecins, des assistants, des résidents pour justement accompagner cette transformation de l'hôpital et s'ouvrir à la société civile. Je voudrais leur dire un grand bravo pour, d'ailleurs, elle tout à l'heure a parlé de son expérience, mais ils sont plusieurs à s'occuper de la logistique, à s'occuper des collectes et à s'occuper de la
réorganisation. C'était aussi l'occasion de trouver de nouveau devant des obstacles de notre gestion quotidienne dans nos structures hospitalières. Moi, je crois qu'on pourra construire dans l'avenir sur cette expérience. Cette crise, elle a mis en surface les énergies qui habitent beaucoup de nos confrères et collègues, et elle a mis aussi énormément d'handicaps qu'on a identifiés, et je pense qu'on pourra éviter et surmonter dans l'avenir. Le nombre de malades n'est pas très important. C'est une bonne chose, tant pis pour l'investissement qui a été fait. Je pense que nous avons évité cette avalanche et qu'on va gérer cette courbe aplatie, mais je pense aussi que cette crise nous a enseigné que la médecine de catastrophe ne doit pas se limiter à se préparer à un accident de train, mais avec ces mutations, avec ces maladies émergentes et émergentes, notre système de santé doit faire face, doit se préparer à faire face à ce genre de crise. Et je vous remercie.